Bienvenue à cette nouvelle chronique Le goût d'écrire. Et cette semaine, le goût d'écrire et d'être lu. Gabriel Marcoux-Chabot, bonjour. Ben oui, bonjour Jimmy. Alors là, tu vas nous dire comment faire, ou du moins les étapes ou les suggestions pour être lu. Parce que là, on a écrit une œuvre, on l'aime, ou du moins, on aimerait avoir aussi l'opinion des gens. Ben oui, ça fait au moins 10 chroniques là, que vous écrivez des textes. Peut-être que les textes commencent à s'accumuler dans vos tiroirs, dans vos dossiers, sur votre ordinateur. Puis à un moment donné, il faut bien les faire lire, ces textes-là, parce qu'un texte écrit, il existe juste à moitié. Un texte va vraiment vivre sa vie à partir du moment où il va être lu par au moins un lecteur. Puis des fois, au début, on manque d'assurance. Notre texte, on pense qu'il est bon, on espère qu'il est bon, mais on n'est pas sûr à 100%. On aurait besoin peut-être de conseils, on aurait besoin de suggestions, on aurait besoin d'avoir un avis extérieur. Puis il faut aller chercher cet avis-là, puis c'est pas facile. Fait que, comment on le fait lire, par qui on le fait lire, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Évidemment, c'est difficile au début. On n'est pas nécessairement entouré de professionnels de la littérature, puis souvent, on peut dire, bon, on va le faire lire par nos proches. On a tous des parents, une famille, des amis, des gens qui nous aiment, qui peuvent avoir le goût de nous lire. On peut le faire, évidemment, mais c'est un peu délicat parce que ces gens-là, leur jugement est biaisé. Premièrement, ils vous aiment à la base. Fait que tout ce que vous allez faire, ils vont toujours le trouver bon d'une certaine façon. Ils vont rarement vous décourager, ils vont rarement mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas dans un texte qui pourrait être amélioré. Et souvent aussi, à moins d'être dans une famille d'écrivains, par exemple, ils vont manquer de connaissances théoriques ou de connaissances pratiques du métier pour vraiment pouvoir vous aiguiller sur quelque chose. J'imagine par contre que ça peut servir à nous motiver d'écrire. Donc, si on dit à nos proches qu'on écrit, ils disent « Ah, ben j'aimerais bien lire », ils lisent, ils disent « Ah, c'est bon, continue ». Parce qu'il y a ceux qui, en 10 chroniques, ont accumulé des textes. Il y en a d'autres qui, après 10 chroniques, se sont toujours pas décidés parce qu'il leur manque cette motivation-là, cette énergie-là. On peut aller la chercher auprès des proches. Oui, certainement. Puis si vous avez des proches qui écrivent, encouragez-les, demandez à lire leur texte, justement. Juste ça, c'est juste la motivation de continuer, ça maintient le goût d'écrire bien allumé. Mais sinon, si on veut aller plus loin, si on veut avoir un regard un peu plus critique, plus constructif, il faut savoir qu'il existe un certain nombre de programmes de mentorat. Programmes de mentorat dans lesquels il y a un écrivain, une écrivaine professionnelle, en fait, qui va être payé pour vous accompagner pendant un certain temps, lire votre texte, vous fournir des commentaires. Il faut aller les chercher, ces programmes de mentorat, mais l'Union des écrivains et écrivaines québécoises, par exemple, offre ça, l'UNEC, plus communément appelé. Il y a le Centre des auteurs dramatiques pour les textes de théâtre à Montréal qui donne ça, mais ça touche tout le Québec au complet. La Ville de Québec offre aussi des programmes de mentorat. Fait qu'il n'en existe pas partout, mais ça vaut la peine de s'informer. Parce que s'il y en a, souvent il y a des conditions particulières, on propose un projet, mais c'est un bel avantage d'avoir un vrai professionnel qui nous lit, qui nous accompagne, puis qui peut nous renseigner sur le milieu. C'est souvent sous forme de bourse, au sens où la personne qui nous suit est payée, mais c'est gracieusement offert si le projet est sélectionné. Oui, tout à fait. Fait qu'on a un soutien financier, aussi une première reconnaissance, puis une belle façon de pousser un projet plus loin. D'une façon, des fois un peu moins formelle aussi, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un cercle d'écriture, de se joindre à des gens qui sont finalement à la même étape que nous, des gens qui sont motivés par l'écriture, qui ont le goût d'écrire, qui n'ont pas toujours des lecteurs à portée de main, des gens qui sont exactement dans la même situation que nous, mais si on se met ensemble, bien là, on peut se lire les uns les autres, s'offrir des commentaires. Puis là, évidemment, si c'est des gens qui sont à la même étape que nous, c'est pas comme si on avait un écrivain vraiment professionnel d'expérience, mais en même temps, c'est des gens passionnés qui ont une façon différente d'envisager l'écriture. Si on fait partie d'un cercle, ils vont être plus nombreux, vont avoir droit à plusieurs avis. Et aussi, c'est des gens qui connaissent la valeur d'un commentaire critique constructif, finalement. Le fait de recevoir vos commentaires, eux autres, ils vont apprécier le temps que vous prenez pour les lire. Là, ça devient un échange parce qu'ils lisent vos textes, vous lisez les leurs et ainsi de suite, puis chacun se conseille du mieux qu'ils peuvent pour s'améliorer. Oui, tout à fait. Puis ça, il en existe. Des fois, il y a certaines circonstances où il y a des cercles qui sont déjà organisés, auxquels on peut joindre, des vrais cercles, disons, très officiels. Ça peut se constituer aussi entre amis, entre collègues. On peut passer une petite annonce, on peut trouver des gens dans notre région, dans notre ville, dans notre communauté. Puis maintenant, avec Internet, on peut se rejoindre de façon tout à fait virtuelle. Là, vous pouvez vous faire une petite annonce quelque part puis vous retrouver avec un cercle d'écriture européen ou mondial, finalement, sans trop de difficultés. Ça devient des premiers lecteurs, ça devient des gens aussi qui vont peut-être vous accompagner toute de votre vie dans votre projet d'écriture. Puis il y a certains cercles d'écriture qui sont devenus célèbres. Alors, on avait parlé au tout début, la première chronique, on avait parlé de Tolkien. Mais Tolkien, oui, il faisait partie d'un cercle d'écriture qui s'appelait les Inklings, qui était peuplé de gens vraiment intéressants, célèbres à différents niveaux. Mais toute sa vie, finalement, c'est ce cercle-là qui a eu droit aux premières lectures du Hobbit, aux premières lectures du Seigneur des Anneaux, qui ont pu commenter ses textes et vice-versa. Fait qu'il y a des cercles d'écriture qui deviennent vraiment une deuxième famille, finalement, pour certains écrivains. S'ajoute à ça, à part les cercles d'écriture, il y a les concours littéraires. Ça aussi, on en a parlé au tout début. Mais les concours littéraires, c'est une belle façon d'avoir des premiers lecteurs, que ce soit le Damas Potvin dont on a parlé, ici dans la région, la Bonnante,
à l'UQAC, qui a un concours littéraire qui s'adresse à l'ensemble de la population du Québec. Selon qui on est, selon notre identité, il y a des concours qui s'adressent juste à nous. Il y a des éditions NNORAC qui viennent de lancer un concours qui s'adresse aux gens des Premières Nations au Québec, concours d'écriture, prix littéraire Radio-Canada, puis il y en a plein si on fouille un peu. Puis le prix littéraire amène pas juste une crédibilité, qu'on gagne ou pas, le fait que notre œuvre ait été sélectionnée ou tout ça, et ça amène aussi un regard de gens qui sont plus éduqués sur le sujet que nous, donc des professionnels du milieu, puis ça amène la motivation dont on parlait, une date de chute, des contraintes, donc je pense que c'est dans les plus stimulants qui englobent le plus de... Et ça nous permet de nous créer quasiment notre cercle avec les autres gens qui ont participé. Ben oui, puis souvent, selon comment fonctionnent les jurys, des fois les jurys restent anonymes, mais des fois on les connaît, leurs noms sont dévoilés. Souvent, ils vont rédiger quand même un petit commentaire critique sur notre texte. On fait partie des finalistes, par exemple. Donc, on peut aller les voir, ces gens-là. On peut leur poser des questions puis raffiner notre compréhension de notre propre écriture. Puis enfin, si vraiment le goût d'être lu, l'envie d'être lu est plus forte que tout, on peut toujours les publier soi-même sur le texte. Internet est grand, c'est pas dur aujourd'hui de se faire un site web, un blog, peu importe, sur Twitter à petite dose, je sais pas trop, mais de partager ces textes avec des lecteurs, de développer une communauté de lecteurs qui va peut-être avoir envie de nous suivre, qui va nous motiver. Tu sais, si on peut pas l'avoir auprès de nos proches, on peut se développer une communauté virtuelle. Puis sans la créer nous-mêmes, il doit en exister des tonnes, des plateformes qui invitent les gens à publier leurs textes. Mais admettons que justement, j'ai mis mes textes là, puis là, il y a une compétition, un concours d'écriture qui se présente, j'aimerais présenter mon texte, ou mieux encore, je voudrais l'éditer. Il a déjà été publié sur Internet, on se ramasse où rendu là? Mais dans le plan des concours, il faut vraiment vérifier les règles de chaque concours. Il y en a pour qui la publication sur le web est considérée comme une publication, ils ne voudront pas recevoir votre texte, ils n'accepteront pas dans le concours. Dans le cas des éditeurs, par exemple, c'est différent. Parce qu'on peut avoir l'impression de dire, OK, bien, si mon texte est disponible gratuitement depuis 5 ans sur Internet, pourquoi un éditeur voudrait le prendre en charge? Il ne voudra pas. Mais ce n'est pas le cas, en fait. Il y a de plus en plus d'exemples de gens qui ont publié d'abord leurs œuvres Internet sur des sites, qui ont développé un certain lectorat et qui ensuite vont être pris en charge par des éditeurs. Parce qu'un éditeur aussi qui prend un texte qui a déjà eu un certain succès sur le web, a déjà une bonne idée que le texte est bon, finalement, va quand même pouvoir permettre de l'améliorer. Ça permet de retravailler le texte, de le rendre encore meilleur. Puis, il y a de plus en plus de textes, vous seriez surpris, là, si vous posez des questions, vous explorez des textes qui sont publiés, qui deviennent des livres, mais que finalement, si on fouille un peu, on peut les trouver gratuitement dans les méandres du web. Puis, un bon exemple de ça, quand on parlait de fanfiction dans une chronique précédente, mais il y a peu de gens savent, si on fouille un peu, on trouve cette information-là, mais un roman qui s'est vendu à des milliers, millions, je ne sais plus combien d'exemplaires, comme 50 Shades of Grey, roman érotique, qui s'est très bien vendu. Mais à la base, c'est une fanfiction de Twilight. C'était une variation sur l'histoire de vampires qu'on connaît par une autre auteure qui avait été publiée sur Internet tout à fait gratuitement et qui a ensuite été retravaillée. J'imagine qu'une maison d'édition pourrait dire « Parfait, maintenant ton premier livre, on t'a aidé à le retravailler, on l'a publié. Le deuxième va être sous notre label, tu ne le mettras pas sur Internet pour faire une suite ou quoi que ce soit. » Donc, des super beaux conseils. J'espère que ça va donner le goût aux gens à la maison d'écrire et de se faire lire. Merci beaucoup, Gabriel Marcoux-Chabot. Merci, Jimmy.